Bonjour et bienvenue à l'atelier de mon délire, c'est-à-dire la fabrication d'une guitare classique espagnole sans aucune expérience de la fabrication de guitare acoustique. Et on verra si ce sera un monstrueux échec ou une belle réussite. Pas de place pour les intermédiaires. Alors, 14e épisode, je vais aujourd'hui finir trois petites choses qui restent à faire, qu'on peut faire encore à ce stade de la fabrication de la guitare sur le manche. Et on va s'y mettre, tout de suite, quoi. J'ai rajouté trois paliers en bronze, qui sont autolubrifiants en plus, c'est génial pour faire des gabarits de perçage. Et on a notre dispo qui s'installe comme ça et qui permet de percer les trois trous pour les mécaniques avec vraiment les 35 mm d'anthrax à tous les coups. Il n'y a plus qu'à voir où on les positionne. Et puis après on met un serre-joint et puis on perce. « 15 € de palier, 4 € du reste de fourniture. Sinon, on peut l'acheter chez Madinter, 200 balles. Alors ça, c'est les mécaniques espagnoles que je veux poser. L'anthrax, eh bien, on a bien 70, puisque ça fait 35, 35, 35 piles. Par contre, elles font 9,80... 9,90. Donc, comme on avait mis des paliers de 10, j'ai une fraise de 10,2, ça doit correspondre à des fractions de pouce. Et donc j'ai tout réalisé et j'en ai une à bois. Donc je vais utiliser une fraise de 10,2, ça fera 0,3, donc normalement ça devrait être peinard. Alors comment on les positionne ? L'idée c'est un petit peu qu'elles soient, par rapport à leur bord, qu'elles soient à peu près au milieu. Comme ça, ce serait pas mal. On fait ça à l'œil, mais l'essentiel c'est que ce soit pareil des deux côtés. Donc ça, ce serait pas mal.
Donc globalement, si je me mets de ce côté-là pour que vous voyez, on serait comme ça. Ça serait bien ça. Ouais, ça serait bien. Je fais un trait ici. Je le reporte. Et pour le dos, ce qu'on va faire, c'est on va marquer le centre. Donc ici, on a toujours nos 53 avec un petit peu de rab. 26. Là, on a la pointe, donc on n'est pas embêté. Donc avec notre équerre, on reporte juste là où on a mis, mais jusqu'au milieu seulement, hein, parce que les mécaniques ne sont pas perpendiculaires à l'axe, hein. Elles sont un petit peu inclinées. Et donc on met un trait ici, et on va pouvoir comme ça reporter. Un trait ici. Voilà, c'est le seul trait qu'on a à faire, puisque le petit guide qu'on a fabriqué va nous permettre de tout bien positionner. Et on voit d'ailleurs que si jamais je voulais tracer une ligne, comme ça, je suis en dessous, donc ça prouve bien que on a respecté notre angle. Donc l'idée après, c'est pour éviter les sorties d'éclat, c'est on va mettre une petite cale, comme ça, et on va installer notre dispo de manière à être parfaitement centré sur notre trait, et on va mettre un serre-joint. J'ai mesuré et j'ai donc mis un repère à 46,5 qui nous aidera à avoir la bonne profondeur. Après avoir percé les trous des mécaniques, qui sont très bien positionnés, il n'y a pas de souci, je m'aperçois quand même que j'ai fait deux grosses bêtises. La première, c'est qu'il y a quand même des éclats, et c'est vraiment vilain. Et ça veut dire que si j'en fais une, il faudra que je fasse les trous avant le détourage de ça. Et le deuxième, qui est nettement plus grave, c'est qu'ici, on a 18. Alors qu'il faudrait 16. Et ça, c'est carrément ennuyeux aussi, parce que si on positionne nos mécaniques, comme ça, ben ici, on voit le petit anneau blanc qui est au bout, alors qu'on ne devrait voir ici que la partie noire. Et ça m'embête aussi. Alors, d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas faire de ces deux bêtises une seule opportunité? Ce que je vais faire pour rattraper le coup, comme il faut rattraper de 2-3 mm la largeur pour arriver à 16, c'est que je vais fabriquer du plaquage et on va coller à l'intérieur, ici, là, ici et là, du plaquage noir. Je
peut même envisager de faire... Bon, ben nous revoilà à découper puis à coller du plaquage. Hein. Donc il y aura 2 noirs pour les parties extérieures et puis les combinaisons pour les parties intérieures. Et on réutilise les moules de l'épisode 2. On a mis en une seule pile nos 4 éléments pour faire qu'une seule passe à la CNC, bloqué entre 2 bouts de contreplaqué. Et on a nos 4 plaquettes bien découpées avec précision. Tant qu'à refaire, autant refaire bien. Donc j'ai découpé les trous à 10.2, ce qui est un pouillème trop serré. Et c'est fait exprès parce que je vais utiliser ce truc, je ne sais plus le nom, avec un petit peu de 180 collé dessus pour légèrement agrandir mes trous. Comme ça. Si bien que ça fit parfaitement. Et pour les plaquettes intérieures, on va non seulement biseauter les 2 côtés, comme ça, mais on va aussi biseauter la face qui sera la jonction avec le plaquage de tête. On y va mollo, bien sûr. Hein. Jusqu'à voir apparaître le début du verre, en fait, qui est la couche inférieure. Voilà. On va coller en 2 étapes. D'abord les parois extérieures, puis les 2 parois intérieures. Et on va se servir des mécaniques comme guide, de manière à ce que ce soit parfaitement aligné. On rabote tout doucement ce qui dépasse. On prend son temps parce qu'on est quand même en train de raboter du plaquage sur champ. Et on fait un petit chanfrein à la lime à ongles.
Et on finit par coller les parties intérieures, hein, les plaquettes intérieures. Pour finir, eh bien, poncer les petites rampes. On va utiliser un tube, mais on va vouloir faire ça de manière précise. Donc, je rappelle que les rampes, c'est ça. On veut arriver à 2/3 de l'épaisseur et on est à 10 mm du sillet. Et donc, ça va donner cette forme-là. Et donc, on va utiliser un tube que j'ai représenté comme ça. Le problème, c'est que si on travaille à main levée, être vraiment sûr que les deux vont être identiques, que ça va être exactement cette pente-là, c'est compliqué. Donc, comme d'habitude, on va se fabriquer un gabarit. Donc, ce gabarit, en fait, il sera maintenu ici sur le dessus du manche. Et il aura 2 encoches qu'on voit ici, de manière à bien diriger le tube quand on va frotter avec. J'ai repris les éléments et on va utiliser la CNC pour détourer ces 4 éléments, ce qui nous permettra de nous construire notre gabarit qui est comme ça. Comme d'hab, fraise de 6 de chez CNC Fraise, hein, c'est mon cheval de labour, vous la voyez souvent. Et on va faire simplement un gabarit pour pouvoir tracer peinard les échancrures au niveau de la tête. Pour le gabarit, pour faire les échancrures, là je vais tester du PVC expansé. Alors, je suis tombé là-dessus dans une grande surface de bricolage. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est intéressant pour faire des gabarits ou pas. On va essayer en tout cas. Première utilisation de ce PVC expansé. C'est assez génial comme produit. Ça s'usine extrêmement bien. Ça se colle. Je pensais mettre des vis pour faire ce truc-là, mais j'ai juste mis de la super glue. C'est increvable et c'est super léger. Donc, je ne sais pas si c'est très résistant sur l'épaisseur pour faire des gabarits qu'on utiliserait avec une fraise à roulement. Mais par contre, pour faire des guides, comme ce genre de petites choses, ça marche plus de tonnerre. Bon achat. Maintenant qu'on a réparé nos 2 bêtises, il faut s'occuper de l'échancrure. Pourquoi ça? C'est parce que, vu la position des mécaniques ici, le mi grave et le mi aigu, la corde va frotter sur cette partie-là qui est pour l'instant à 90 degrés. Et c'est pour ça que c'est pour dessiner ça que j'ai fait vite fait à la CNC un petit template qui va permettre comme ça de marquer la forme des échancrures. Stylo blanc. Voilà, on a notre forme, mais l'idée c'est de descendre des 2/3 de l'épaisseur totale de la tête. Pour dégrossir ça, on va utiliser une gouge de sculpture qui fait 14. Pourquoi? Parce que ici ça fait 16 et on ne veut pas raccrocher sur les bords, bien sûr. On cale bien notre manche dans l'étau.
petit truc, vous savez déjà, mais je préfère le rappeler, quand on sculpte à la main, cette main-là sert à contrôler l'outil, et celle-là sert juste à pousser. Et ça donne un bon contrôle comme ça. On fait une marque à 135 mm du sillet. Et on installe notre petit dispo. On vérifie et il affleure bien ici puisqu'on en a fait un parallépipède qui suit en fait le manche. J'ai mis sur un bout de tube alu de 15 du papier de verre et puis ici un petit peu de ruban de masquage de manière à ce que le papier de verre évite dans la mesure du possible de faire des marques à l'intérieur et ne travaille vraiment que sur cette partie-là. Je me suis arrêté à la ligne. On a déjà une belle surface, mais je vais changer sur le tube. C'est un tube de 30 cm, je pense que j'en ai acheté un deuxième. Je vais changer le papier de verre pour mettre du 180. On fera 3-4 passes et puis ensuite on fera la même chose avec du 240. Et là on aura vraiment un truc très très bien. Et bien sûr, on refait la même opération avec l'autre échancrure. Bon, je trouve que j'ai pas mal rattrapé mes conneries. Les échancrures sont parfaites, hein. C'est la bonne méthode à utiliser. Évidemment, il me reste, je ferai hors caméra, il y a pas mal de petits travaux de ponçage, hein. Toutes ces arêtes-là doivent être adoucies, bien sûr. Pas trop, mais adoucies quand même, puisque là, c'est quand même, c'est limite coupant, quoi. Ça sort de la machine. Donc, il y a ce petit travail de ponçage, et puis, il nous reste une tâche à laquelle on va se mettre tout de suite. Ça va consister à sculpter, en fait, le talon qui est ici. Pour commencer à sculpter, on va marquer d'abord avec ce gabarit-là la forme du dessus. On laisse là un petit millimètre. Ensuite, on va garder de chaque côté ici un pouillème à plat qui fait à peu près 4 mm. Alors pour faire ça, je pourrais utiliser des outils de sculpteur.
Au fur et à mesure des années et puis de mon travail de sculpture, j'en ai accumulé un certain nombre. Mais en fait, on va utiliser un ciseau à bois parce que vous n'avez pas tous ce genre d'outils. Donc on va utiliser un simple ciseau à bois. Donc on va utiliser un simple ciseau à bois. On va l'utiliser à plat comme ça pour faire toute cette partie-là. Et à un moment donné, on l'utilisera le biseau en dessous pour donner des mouvements comme ça pour faire cette courbe. Et on va aller jusqu'ici en ramenant en fait tout à plat. Pour obtenir une courbe plus harmonieuse, j'utilise un ciseau à pareil japonais qui a l'avantage d'être plus large et de pouvoir prendre comme ça toute l'épaisseur. Voilà, c'est la plus difficile pour un droitier parce que, évidemment, ici, ça coince. Et on va faire exactement la même de l'autre côté. Alors ça prend pas des heures, mais c'est comme très souvent en sculpture, l'élégance de la courbe initiale qui fera le travail final, quoi. C'est pour ça qu'il faut y passer un peu de temps. Et j'en ai eu pour un quart d'heure, quoi. C'est pas non plus monstrueux.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une facette. C'est-à-dire qu'ici, on affleure à notre forme finale. On va descendre comme ça le long, ici devant comme ça, et en fait on va enlever tout ce qui est hachuré. Pour sculpter cette facette, il y a deux méthodes, deux écoles. On peut soit utiliser ciseaux à bois, mais il faut une gouge. Là c'est du 622 de chez Pfeil pour cette partie ici, qui est bien recourbée, parce que là on ne l'aura pas au ciseau à bois. Première technique. Et la deuxième technique, ça consiste à utiliser des râpes. Donc par exemple, une râpe plate et une râpe incurvée pour cette partie-là aussi. Et ça marche, les deux marchent bien, hein. À la râpe, ça marche très bien aussi. Je dirais que à la râpe, quand on s'y connaît pas trop en sculpture, c'est beaucoup plus facile en fait, parce que on peut faire des toutes petites passes, vous voyez, comme ça, et on maîtrise bien le mouvement. Par contre, c'est sûr qu'à la râpe, l'état de surface sera moins bon qu'avec une gouge bien affûtée, bien sûr. Le choix entre les deux méthodes va aussi consister à bien regarder la structure du bois. Là, ce talon rapporté qui a été recollé, la fibre est vraiment bien dans ce sens-là. Donc on ne va pas se retrouver à contrecarrer la fibre ou à risquer des éclats si on travaillait à la gouge, alors que si on avait une fibre un petit peu plus torturée ou allant dans l'autre sens, là il vaut mieux utiliser des râpes. On peut aussi décider de mixer les techniques, c'est-à-dire de faire le gros œuvre à la gouge et de vraiment affiner ensuite à la râpe pour vraiment coller à notre dessin. On a maintenant 1, 2, 3, 4 angles qu'on va à nouveau redescendre à la râpe cette fois-ci, de manière à obtenir notre arrondi. Ce qu'on va simplement faire, c'est que là, on va conserver une zone comme ça, qui est la zone de jonction avec la mortaise. Donc on va casser en fait ici comme ça. Comme là on va travailler sur l'établi, on n'oublie pas qu'ici il y a le plaquage de tête qui dépasse. Donc en fait, cale avec liège,
cale avec liège. Et là, on peut mettre un serre-joint. Alors voilà, il nous restera une chose à faire qui sera la sculpture du galbe du manche, mais après la pose de la touche, c'est-à-dire vraiment en fin de fabrication de la guitare. Je continue à détailler, parce que en fait, comme j'apprends au fur et à mesure, je construis aussi au fur et à mesure tous les dispos, gabarits, guides divers et variés, parce que mon objectif, c'est que vous puissiez, à la limite, refaire exactement la même chose chez vous, en vous fabriquant les gabarits qui vont bien et qui permettent de travailler quand même nettement mieux. On a déjà eu l'occasion de le voir et on l'a encore vu lors de cet exemplaire. Alors, il faut être abonné, parce que si vous voulez avoir une continuité et continuer à voir la suite, il faut être abonné, ça c'est clair. Et puis, vous n'hésitez pas non plus, si vous êtes en train de fabriquer une guitare, d'ailleurs que ce soit une acoustique ou une électrique, d'aller sur la boutique où j'ai rassemblé des sets acoustiques, des touches et des tables électriques, un petit peu exceptionnelles, avec des bois rares, des bois qu'on a beaucoup de mal à trouver parfois. Et les liens, c'est là. Sinon, on se dit à la prochaine fois. Oula, oula. On attaquera un morceau que vous attendez avec impatience depuis longtemps. Et ce morceau, va falloir cintrer les éclisses, assez repoussé. À la prochaine fois.